Hello, je vous parle aujourd'hui de différenciation pédagogique. Donc on va s'intéresser tout d'abord à la définition assez intéressante, je trouve, des Québécois Noutens, Maureen et Montesino-Gelette. Je pense que je les prononce extrêmement mal et j'en suis désolée. Donc qui date de 2012. Ils définissent la différenciation comme les actes qui visent, donc que ce soit dans la planification, dans l'intervention en classe ou dans l'évaluation de celle-ci, l'adaptation de l'enseignement à l'hétérogénéité du groupe classe et aux caractéristiques de chaque élève. Donc ça, c'est la définition un peu classique. Je pense que tout le monde la connaît ou du moins voit à quoi ça peut faire référence. Et pour aller un petit peu plus loin aussi, on peut, pour parler différenciation, s'intéresser à ce qu'a fait Gouaugou. On retrouve la différenciation dans une de ses focales. Donc les formateurs doivent connaître sans doute un peu plus que les autres. Les focales, c'est un des outils qu'on peut utiliser quand on accompagne un enseignant, quand on fait une visite en classe par exemple, auprès d'un stagiaire ou d'un enseignant lambda. Et ça fait partie d'un des 5 points observables dans une classe. Voilà. Donc la différenciation, comment elle est mise en œuvre, etc. Et ça nous donne aussi en fait une partie de définition de ce que peut être la différenciation, puisque Gouaugou nous parle par exemple quelles sont les modalités de cette différenciation, est-ce que les tâches sont similaires, on parle du degré d'étayage aussi, on va s'intéresser au groupement, est-ce qu'il y a des ateliers, des choses comme ça, on va s'intéresser aussi au public, est-ce que c'est des groupes de niveau, des groupes de besoins, voilà. Donc tout ça fait partie de la différenciation. Mais une fois encore, je pense que vous le savez dans les grandes lignes, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, ça va être, en plus de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, la conférence de consensus qui a eu lieu en 2017 sur la différenciation pédagogique. C'est un dossier de synthèse assez intéressant, il fait 48 pages et il fait émerger deux conceptions, on va dire, un peu différentes, mais pas forcément opposées de ce qu'est la différenciation. Donc, je vous les ai résumés ici. Donc, d'un côté, on peut, pour différencier, proposer des contenus qui sont spécifiques et adaptés aux besoins des élèves. Et de l'autre côté, on peut proposer au contraire des contenus qui vont être similaires pour tous, mais offrir des moyens différents pour les réaliser. Voilà, donc ça, c'est deux conceptions, une fois encore assez différentes de ce que peut être la différenciation. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que on va d'abord s'intéresser à la première vision, donc la première définition qui est là, c'est que Gouaugou, notamment dans sa recherche Lire-Écrire 2015-2017, a fait émerger dans ses analyses que proposer des contenus spécifiques adaptés aux besoins des élèves, c'était très bien, voilà, c'est peut-être même le b.a.-ba, le minimum, et que c'était surtout efficace pour certains élèves. Il parle notamment des élèves les plus fragiles, donc EBEP, troubles de l'apprentissage, ça peut être dans le cadre d'un handicap, enfin voilà, des élèves en fait qui ont un besoin spécifique, et du coup il faut y répondre parfois par un contenu différencié du reste du groupe classe. Donc ça c'est le premier point, et pour cela je vous donne 2 ou 3 exemples hyper concrets. Donc le premier, ça va être tout simplement les fiches d'exercices différenciées, donc vous connaissez je pense. Ce qui est bien, c'est que maintenant, plein de méthodes en proposent, donc c'est bien de les avoir clés en main, parce que pour le coup, c'est un boulot de dingue à fabriquer. Ce qu'on retrouve un peu moins, et qui est dommage, je pense, c'est que quand on parle de contenu spécifique adapté aux besoins des élèves, c'est pas forcément justement les élèves en difficulté. Il faut penser aussi, dans une définition un peu plus large, à nos élèves qui sont très autonomes, qui vont être très rapides, qui vont avoir fini en avance, qui vont performer, tout simplement, voilà. Et donc on peut avoir une fiche, là vous voyez en haut à droite, de différenciation, ce qu'on va appeler basse, pour les élèves les plus fragiles, et puis une fiche de différenciation haute, cette fois-ci pour les élèves qui carburent et qui vont avoir fini en avance, etc. Le gros point, là où Gouaugou et surtout la conférence d'ailleurs de consensus insistent énormément, c'est que ce soit de la différenciation basse ou haute, mais c'est surtout vrai pour la basse, et notamment pour que ce soit efficace pour certains élèves qui en ont vraiment besoin, il faut absolument travailler sur des objectifs communs. C'est-à-dire si le reste de la classe a travaillé sur comment je repère, là je vous donne l'exemple sur la fiche, comment je repère la lettre Z
dans une phrase, voilà, donc c'est de la discrimination visuelle de la lettre Z, parce que c'est le graphème qu'on bosse en ce moment, et bien le groupe de différenciation basse, il va travailler le même objectif, la même compétence. C'est moi aussi, je repère la lettre Z, sauf que c'est pas dans une phrase. Là, on a simplifié finalement le contenu, on a mis dans d'autres lettres, tout simplement. Mais l'objectif est le même. En fin de matinée, l'élève, ils ont tous appris la même chose. Ils ont fait de la discrimination visuelle sur la lettre Z. Bref, je m'attarde un peu là-dessus, mais c'est important parce que le risque, en fait, de ces fiches d'exercices différenciés, quand elles sont mal conçues, j'ai envie de dire, et c'est rarement de la faute des enseignants, mais plutôt de ceux qui les proposent, c'est que on revoit les objectifs tellement à la baisse et les exigences tellement à la baisse pour les élèves les plus fragiles que du coup on n'est même pas sur les mêmes objectifs et les mêmes compétences d'apprentissage et du coup il y a forcément un décalage qui se crée entre le groupe classe et ces élèves les plus faibles alors qu'ils sont capables souvent pour la plupart, enfin même en étant en difficulté, d'avoir le même objectif mais avec un contenu spécifique, une tâche différente. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà, en fait, il faut quand même garder un certain nombre de tâches et d'activités complexes pour ces élèves-là, sinon ils progresseront jamais non plus. Voilà. Donc ça, c'était l'exemple des fiches d'exercices différenciés. Là, c'est celle de Kitesiam, du coup. Toujours dans Kitesiam, ça c'est le manuel de lecture, donc l'autre exemple très connu, c'est la lecture différenciée dans le manuel. On va avoir un contenu, un texte ici, qui est spécifique pour s'adapter aux besoins des élèves. Ici décliné dans 3 niveaux de difficulté qui vont chacun présenter leurs propres caractéristiques. Dans le premier, on voit clairement les arcs syllabiques, on voit que la lecture, elle est moins... il y a moins de texte, enfin, il y a moins de quantité. On voit encore des lettres grisées, ce genre de choses. Par contre, pareil, là-dessus, il faut insister dessus, c'est que on part par contre sur le même texte. Là aussi, l'objectif est le même. L'objectif d'une lecture différenciée, c'est la compréhension. On lit pour comprendre, sinon ça sert à rien de lire en fait. Et quand on travaille sur une compréhension dans un groupe classe, une compréhension d'un texte, on est sur du commun. On a le même texte, le matériau de base va être adapté. C'est pour ça qu'on parle de contenu spécifique ici. Mais n'empêche qu'on les prend pas pour des idiots et il y en a pas un qui va lire Lily et Pipou font je sais pas quoi et les autres qui vont lire 45 pages d'un roman. Il faut quand même qu'il y ait une logique, on part sur le même matériau et ensuite pareil, quand on fait notre petit bilan de fin de matinée ou la restitution du texte ou tout ce que vous voulez, on a tous un langage commun, on est tous capables de dire pourquoi on a fait ça, on a appris à lire un texte pour le comprendre, on l'a décodé, et on est capable de redire, de raconter l'histoire avec nos propres mots, par exemple. Voilà. C'est ça aussi la justesse du contenu spécifique, surtout d'un point de vue didactique, c'est avoir des exigences quand même et des buts communs à l'ensemble du groupe classe, pour éviter aussi un certain étiquetage sur ces élèves-là, qui, lui, il lit 2 lignes toutes pourries d'un texte qui a rien à voir, et les autres, ils lisent le vrai texte de la classe. Ça, c'est pas possible. Il y a aussi, parfois, dans les méthodes, sur ces lectures différenciées, les élèves les plus faibles, ils lisent que le début du texte, genre les 2 premières lignes. Le niveau 2, ils lisent les 6 lignes suivantes, et le niveau 3, ils lisent les 12 lignes suivantes. Et du coup, les élèves du niveau 1 ne lisent jamais la fin du texte, vous comprenez ? Enfin, ils n'ont pas de langage commun, il n'y a pas d'étude commune qui est réalisable, on n'a pas de base commune. Voilà, donc je trouve ça un peu dommage, parce qu'une fois encore, ça étiquette, je sais pas comment on dit, ces élèves-là, enfin voilà, on leur colle une étiquette, quoi, si vous voulez, qui n'est pas du tout, à mon sens, faisable en classe, enfin, qui n'est pas adaptée, bref. Voilà, donc ça, c'était un deuxième exemple. Et un dernier, c'est tout simplement proposer des jeux et de la manipulation. À nouveau, j'ai pris ceux de Kitesiam pour la facilité du truc. Là, on est sur un contenu spécifique, c'est apprendre différemment, apprendre autrement. Pareil, on travaille les mêmes compétences, les mêmes objectifs, mais d'une autre façon. Voilà. Donc, ça va pas servir à tout le monde, ça va servir à certains. Certains élèves vont avoir besoin de tout ce que je viens de vous décrire. Les fiches, le manuel, la manip, les jeux, etc. Et il faut que ça existe dans la classe. C'est ce que je vous mets par la suite.
c'est très important que ça existe et souvent les méthodes quand même le proposent, au moins un minima, alors rarement assez et rarement dans toute sa globalité et sa justesse comme je vous le disais, mais bon, ça a souvent le mérite d'exister. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup de peine quand je vois des enseignants qui fabriquent toutes ces fiches parce que c'est un boulot de dingue, enfin bon, bref, voilà. On passe sur la deuxième conception de ce qu'est la différenciation, donc proposer des contenus similaires, mais c'est offrir des moyens différents pour les réaliser. Là, c'est intéressant, c'est la petite flèche que je vous ai mis en bas à droite. Dans son étude Lire et écrire, toujours Guagou, il a considéré, et la conférence de consensus autour de la différenciation a tiré les mêmes conclusions, que c'était peut-être ça qui était le plus efficace pour tous. C'est-à-dire que là, on va avoir justement un contenu similaire, tout le monde pareil, en termes de contenu, plus seulement en termes d'objectifs comme je vous le disais tout à l'heure, mais vraiment en termes de contenu, le même exercice, la même lecture, le même truc. Et là, ce qui va différencier, c'est l'étayage de l'enseignant, les modalités, enfin tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et là, malgré le fait que Guagou et d'autres études aient pu montrer que c'était finalement ce qui fonctionnait le mieux dans les classes, alors lui, son étude, c'était sur les classes de CP, vous l'aurez compris, mais on peut imaginer, même pour les autres classes, a priori, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Et là, je sais pas pourquoi, mais on en voit très peu. Alors je dis pas qu'on en voit peu dans les classes, ça ce serait faux, parce que c'est même le contraire. Je pense que les enseignants, ils se décarcassent, comme on dit, pour pouvoir étayer, accompagner, trouver des astuces, vraiment ils vont chercher à droite du côté des orthophonistes, à gauche du côté des graphopédagogues, ils cherchent de l'aide comme ils peuvent. Mais en termes là encore de méthode, en termes de choses concrètes et clés en main, c'est très pauvre. C'est très très pauvre et on n'a pas dans les méthodes, très peu, d'accompagnement de l'enseignant sur toutes ces questions-là et je trouve ça très dommage. Du coup, j'ai encore pris l'exemple de Kit et Siam parce que je parle de ce que je connais, vous me comprendrez, c'est normal aussi. Je n'invente pas l'eau chaude tous les matins, donc là voilà. Et l'exemple que je vous donne ici, c'est justement qu'on ait des pistes concrètes dans les guides pédagogiques. Là, exemple tout bête avec des simples photographies. Alors je vous ai pas mis le contexte, mais je pense que vous comprenez un petit peu. On travaille tous ensemble par exemple en écriture, et pour certains élèves, pour des raisons X, Y ou voilà, on a besoin d'installer un marchepied parce qu'au niveau de la hauteur de la table, de la chaise, de la posture de l'élève, on n'est pas bon. Pour d'autres élèves, on va avoir besoin d'utiliser des applications comme la petite photo là avec l'épée, j'ai oublié le nom, mais c'est une application. En haut à gauche, on va utiliser tout simplement des lettres mobiles. Je vous dis tout simplement, mais n'empêche que quand c'est pas indiqué, des fois on n'y pense pas. Et on se creuse la tête le soir, punaise, comment je fais pour aider cet élève, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Bon là, au moins c'est concret, on vous propose des pistes. Bon, voilà. Donc ça, c'est un premier exemple des pistes concrètes dans les guides pédagogiques. Toujours dans la même chose, ici, si je décortique un petit peu une fiche de prep, finalement, autour du graphème Z, de période 4 Kit et Siam, là, c'est juste en une page, je vous ai juste mis ce qui relevait de la différenciation, justement. Moi, je trouve ça intéressant que dans le guide péda, une fois encore, pour l'enseignant, il y ait marqué concrètement des idées, des pistes. Si je vous prends l'exemple le plus gros, là au milieu, par exemple, faire oraliser le ductus pendant le tracé, utiliser les lettres mobiles pour l'encodage du syllabe, utiliser les gestes Borel-Mésoni pour aider à l'encodage. Inversement, pour les élèves qui sont les plus à l'aise, on commence à tracer la majuscule de la lettre, par exemple. En P4, c'est quand même largement abordable pour les élèves les plus autonomes et les plus dégourdis. Donc voilà, tout ça, c'est des choses, moi je trouve, c'est important de les avoir et je trouve que ça manque cruellement. Et c'est efficace pour tout le monde, pour une grande partie de la classe. Ça aura un impact, ça fait partie de l'étayage de l'enseignant, de tout ce que nous, on va faire en plus pour accompagner nos élèves et qui parfois ne demandent pas tant de temps que ça. Mais les enseignants qui ont beaucoup de bouteilles, qui ont l'expérience, ils vont peut-être penser naturellement à utiliser le geste Borel-Mésoni, à faire ci, à faire ça. Mais je trouve qu'on est parfois quand même très démunis par rapport à certains de nos élèves, on ne sait pas trop quoi faire. Et je trouve qu'avoir quelques pistes, qui vont peut-être pas convenir à tous nos soucis dans la classe, évidemment, mais avoir quelques pistes, une fois encore, avec l'appui de toutes les sciences possibles et imaginables du langage chez les orthophonistes, de l'écriture avec les graphopédagogues, tout ce qu'on peut
tout ce dont on peut se nourrir aussi des experts dans leur domaine respectif, je pense que c'est plutôt une force que ça apparaisse dans les guides pédas. Bref, et on n'en voit malheureusement jamais, très peu. Il faut creuser pour en trouver. Un deuxième exemple ici, c'est tout simplement de proposer aussi des adaptations dans les exercices. Donc là, on parle plus de faire un exercice différent, on parle de tous travailler sur le même exercice, mais dans cet exercice qui est le même pour tous, c'est qu'est-ce que nous, on va faire pour aider nos élèves en difficulté ou pas en difficulté, en tout cas un élève qui là n'y arrive pas, l'élève qui là a besoin d'aide, enfin voilà. Donc plein d'exemples, enfin vraiment il y en a dans tout le guide PEDA. Ici on dit tout simplement on réduit la quantité de mots à lire, on met à disposition des lettres mobiles, enfin voilà, il y a plein de choses, on peut faire des étiquettes, là sur l'image vous voyez des étiquettes, bon ça prend un peu plus de temps, après si vous avez un stock d'étiquettes dans la classe, ça peut très bien se faire. Dessous là, l'exercice 6, on voit un élève peut-être qui n'arrive pas à écrire tout simplement, donc il n'arrive pas à écrire, donc au lieu de le faire écrire, on lui propose des étiquettes là aussi, où il a juste à remettre dans l'ordre pour fabriquer sa phrase, parce qu'il n'a peut-être pas accès, il peut pas écrire, enfin voilà, au geste d'écriture tout simplement. Voilà, donc ça c'est des petites choses, pareil, pour moi, faut que ça apparaisse dans les guides PEDA, c'est vraiment dommage quand c'est pas le cas. Un autre exemple que là, par contre, on retrouve de plus en plus partout, donc ça me fait super plaisir, en maths, en français, il y en a partout, c'est proposer des temps d'atelier, du tutorat, de l'entraide, ça fait partie de... On va proposer un contenu qui est similaire. Alors ça se discute parce qu'on peut avoir des groupes hétérogènes, homogènes, et du coup avoir une variation dans les contenus, mais globalement, vous avez compris l'idée. En gros, on va adapter notre modalité de travail en classe, d'éviter le groupe classe entière tout le temps, voilà, pour travailler plutôt sur des petits ateliers. Donc ça, pareil, je vous le disais, c'est plutôt cool parce que je pense qu'il y a maintenant de nombreuses méthodes qui le proposent et c'est bien pour se lancer d'avoir d'avoir des aides dans le guide PEDA. Donc ça, c'est très très bien, voilà. Là, à nouveau, c'est une photo d'Ankita Siam. Et voilà, donc c'est ce que je vous mettais pour conclure. C'est que, voilà, on déplore un petit peu qu'il n'y ait souvent, dans les propositions de différenciation pédagogique, que des contenus spécifiques qui, une fois encore, sont nécessaires. Je dis pas qu'il faut plus en faire et ce serait même embêtant, mais il faut pas qu'il y ait que ça. Et se contenter, en tant qu'enseignant, juste de balancer une fiche parce que mon élève, de toute façon, il n'y arrive pas et voilà, c'est limitant et je suis pas sûre que ça fasse, je suis pas sûre, c'est Guagou qui le dit entre autres, que ça fasse tant progresser l'élève que ça et que ça lui permette finalement de réussir. Donc, proposer des pistes concrètes dans les guides PEDA, voilà, c'est plus efficace, mais on en trouve très peu. Donc voilà, c'était le petit point sur la différenciation pédagogique. Il y a plein d'autres types de différenciation, vous l'avez compris, là j'ai focus sur le contenu de ce que pouvait être... Mais il y a plein d'autres choses, on peut imaginer, il y a toute la question sur l'évaluation, il y a un milliard d'autres choses, mais c'est un sujet bien trop vaste. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et au plaisir!